C'est la manifestation de défense du gouvernement du 29 juin, après le mouvement militaire préparatoire au coup d'État de septembre. C'est loin, c'est tout près, en même temps. Cette affiche, ça a été un plan unité populaire fait. Celui-là aussi. Mai 74. Et pourquoi je suis arrivé en France? Parce qu'à l'époque, j'avais une sœur ici en France, elle est artiste. Et Architecte. ma sœur, elle a pris contact avec Alain Turenne. Alain Turenne avait une association d'aide aux intellectuels chiliens. Et donc, à Costa Rica, j'ai reçu un billet d'avion pour venir en France. Donc, j'ai pris le billet d'avion et je suis venu. Vous êtes arrivé où, à Paris? Je suis arrivé à Paris, chez ma sœur. Ma sœur habitait à la rue de l'Arpe, dans le quartier latin. Donc, les premiers mois, j'ai vécu avec elle. Et ces premiers mois, je me suis mis tout de suite à étudier le français parce que je ne parlais rien de français. Et un jour, j'ai reçu une lettre. Mais à Vitry déjà. À Vitry, on était à Vitry. Parce que... Ma sœur avait loué un pavillon à Vitry. Donc j'ai reçu une lettre qui disait « Nous avons connu vos problèmes de logement. Nous vous proposons un logement à Villetaneuse, dans le 93, à la cité Salvador Allende. » Qui signait ces lettres? Une personne que moi je ne connaissais pas. Madame Richard. Je ne la connaissais pas et après j'essayais de savoir, c'était quelqu'un, militant communiste, qui avait parlé dans la préfecture de la Seine-Saint-Denis, l'office d'HLM, qu'il y avait un Chilien qui avait un problème. Et la solidarité a fonctionné et je suis venu à Villetaneuse. Et c'est là qu'on a vu la cité Allende, que c'était énorme, en béton brut. Il pleuvait et la cité semblait que pleurait. Parce que la pluie dégringolait dans les murs de béton, ça laisse des marques. Sept. Donc elle doit être de l'autre côté. C'était un duplex tout blanc, tout propre. Il a fallu beaucoup parce qu'il y avait de la poussière des travaux, mais c'était tout neuf. Donc on était ravis. On avait beaucoup de place et on n'avait pas de meubles, on n'avait que des valises. Donc les 3 enfants, les 2 valises. Et on a commencé comme ça à aménager petit à petit notre logement. Et on a connu des gens, on apprenait le français en même temps qu'on faisait notre vie. Les choses sont allées très vite, on a refait une petite vie ici, très différente de celle-là qu'on a menée au Chili, mais une vraie vie de travail social. Donc je savais que l'école était publique en France, au contraire du Chili qui était l'école privée. Là, ici, on avait l'école publique dans chaque commune, qu'il fallait aller à la mairie pour s'inscrire. Et on a fait ça. Mais on a essayé de maintenir toujours le niveau de travail intellectuel qu'on avait au Chili. Mais ça ne payait pas pour vivre. Donc on a dû faire des autres tâches moins honorables pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre surtout les premiers temps. Ça a été long quand même, le chemin, je pense 5 ou 6 ans pour qu'on soit bien installé dans la société française. Oui, ça va? Bonjour. Oh, ça fait longtemps que je vous avais appelé. Ouais. J'ai laissé le message, mais c'est ma meilleure copine, c'est ma meilleure maman. Ouais. Vous la connaissiez à l'époque où elle habitait ici ou... Ouais, depuis qu'il habitait ici. On se connaissait ici à la cité Allende.
Ouais, elle est très gentille. Avec monsieur Chacon, je les aime bien. Après avoir fait tous ces kilomètres pour arriver jusqu'ici et trouver une cité, ça s'appelait Résidence Salvador Allende. Donc j'ai retrouvé ces bâtiments, 11 bâtiments, et qui s'appelaient Salvador Allende, et ça fait chaud au cœur. Hein? Cette plaque, c'est un hommage à Allende, a été à l'occasion de son anniversaire dans les années 80. On a fait une fête et on a inauguré cette plaque pour la cité. Et maintenant, lors de la réhabilitation, on a enlevé la plaque. Je ne sais pas si va être remise et quand va être remise. Et ça me fait un peu de la peine qu'elle soit décrochée. Et je voudrais bien la voir à nouveau installée. Un groupe de Chiliens est venu en Seine-Saint-Denis via les responsables politiques, la fédération du Parti communiste départemental, la fédération du Parti socialiste et quelques maires de grandes villes, des politiques reconnus. Et les sections socialistes se sont chargées de l'accueil d'un certain nombre d'amis chiliens qui venaient d'arriver. À un moment d'avoir la capacité, pas la capacité, mais l'occasion de prouver que son engagement se vérifie sur le terrain, c'est aussi quelque chose que l'on n'a pas forcément dans la vie. Là, on l'a eu, c'est une chance. Ça a été une toute petite chance pour des gens qui vivaient des drames absolus, mais c'est une grande chance pour ceux qui le vivaient dans l'autre sens, qui ont eu l'occasion de se dire « Ah bah tiens, je dis ça, eh ben, je vais essayer de le faire ». C'est une chance extraordinaire. Moi, j'ai eu heureusement la possibilité de partir avec les contacts que j'avais. Et j'ai appris un avion, que je me rappelle bien, c'était la SAS à l'époque, Scandinave d'Aviation. Et cet avion-là, il passait pour Santiago, Buenos Aires, Rio, Rio, Monrovia en Afrique. Monrovia, il coûtait pas cher les billets d'avion quand même. Hein. Monrovia, je suis passé en Suisse. Et ensuite, j'arrivais à Copenhague parce que j'allais et devais normalement arriver en Suède. Et quand j'ai vu mon billet d'avion, j'ai vu heureusement que mon dernier arrivée, c'était Paris et pas Copenhague. Alors je lui ai dit qu'on me laisse un téléphone ouvert, c'est ce qu'ils ont fait. Pendant la nuit, j'ai appelé un peu partout. Des contacts que j'avais en Suède et mes camarades en Suède avaient un contact à Paris. Et à partir de là, j'ai négocié avec eux mon départ, mais à Paris, pas Santiago du Chili. Et c'est pour ça que, moi j'ai arrivé en France, c'est pour l'hasard du destin, quoi. À l'époque, quand je suis arrivé en France, on parle des 78, 79, 80, il y avait une gauche française qui était très forte et très importante. Il ne faut pas oublier qu'en 80, il y a Mitterrand qui arrive. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça, mais j'ai senti une très forte solidarité du peuple français. C'est extraordinaire parce que l'effort qui faisaient les Français pour défendre la possibilité d'exister des Chiliens en France et d'être solidaires avec le peuple chilien, moi je pense que c'est un des pays européens qui était les plus solidaires avec les Chiliens, avec les Suédois, concrètement. Les regarde là parce qu'ils sont propres. Ah oui. Une de mes tâches à France Terre d'Asile, c'était de prospecter toute la France pour trouver des lieux d'accueil. En 72, je crois, en 73 plutôt, on avait obtenu du gouvernement un changement de régime, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'accueillir les réfugiés pendant 6 mois dans un centre d'accueil. Ils étaient logés et nourris en attendant qu'ils trouvent du travail, qu'ils apprennent le français, etc. En plus de cet accueil, ils avaient droit à un argent de poche. Hein. Je ne sais pas à combien ils se levaient, 5 francs par jour ou quelque chose comme ça, je crois. Et des troupes, et des cigarettes troupes. Et des cigarettes troupes, c'est ça, oui. On avait la liste, la police des frontières nous donnait la liste des gens qui étaient dans l'avion.
Et on avait le droit d'aller les chercher presque à la sortie de l'avion. Et puis à ce moment-là, il fallait vite les caser, les disperser dans différents centres. Ah, moi, je me souviens de l'arrivée, bien sûr. Je me souviens de Maurice encore. Hein. C'était un monsieur qui nous accueillait, que je ne savais Il ne pas. savait pas un mot d'espagnol. Oui. Et très organisé. Moi, c'était assez impressionnant parce que je viens d'un pays où les choses ne sont pas organisées. Lui, il avait des listes et tout était organisé. On avait prévu donc le foyer de Bobigny. Alors on a embarqué tout le monde dans un autocar et on est parti. Bobigny, il y a 35 ans, c'était hiver total, un froid terrible. Oui. Et c'était en pleine construction, de C'était la triste. boue partout, c'était Oui. une tristesse. Le foyer, c'était une tour immense. Moi, je l'avais Oui. au milieu de rien, que de la boue et des choses. C'était une ville en construction. Il y avait Je ne pas me souviens pas de ça. Ah, Oui. c'était mais horrible, horrible. La chambre, je me souviens, je ne sais pas si le minimum, mais moi je pense qu'on était dans 6 mètres carrés. Et donc on n'avait rien, pas d'affaires, rien. Et tout de suite, la première chose à faire, c'était donner la chambre et après aller à une pièce où tout était aménagé sur des cintres et c'était les gens qui avaient donné des vêtements. C'était le secours populaire, je crois. Oui. Et donc tu prenais à peu près ce qui t'allait et tu t'habillais pour Oui, c'était la première démarche à faire. Je m'en souviens bien parce que on faisait partie de ceux qui leur ouvrions les portes, essayions de trouver une place dans le foyer de jeunes travailleurs, une place dans un logement HLM, un boulot, donc une certaine indépendance et un lieu de vie et de pratique de leur vie culturelle aussi. Et c'était important parce que il n'y avait pas de demande de quelque chose en retour. C'était vraiment accueillir pour dire « vous pouvez souffler ». Vous avez failli être torturé, vous avez failli mourir, vous avez failli perdre toutes vos capacités à créer, à peindre, à écrire de la musique, à écrire des romans. Eh bien, ici, vous avez un havre de paix. Développez-vous, et puis avec l'idée que peut-être un jour vous nous quitterez pour retourner au Chili. Nous, on venait pour repartir très vite. Je pense que si on avait su qu'on allait rester 35 ans, je crois qu'on aurait tous pleuré très vite. On venait, on n'a pas pris beaucoup d'affaires d'ailleurs, on en prenait un petit peu, histoire que le coup d'État se passe et qu'on revienne dans notre pays. On était tous dans un exil de très courte durée, c'est-à-dire on venait parce qu'on nous avait expulsés et qu'à la place de mourir, il fallait préférer ça, mais très vite nous organiser pour le retour. C'était ça l'objectif. Moi j'ai trouvé du travail, 2 jours après, j'étais dans une usine à Bobigny en train de décharger des camions. C'était à ma tâche, c'était une usine de graines. Je pense qu'elle est encore là et donc je déchargeais des camions et je chargeais des camions. Et moi j'ai décidé de partir au sud de la France et j'ai vécu à Nîmes 3 mois. Bon, et comme j'avais déjà une expérience des chantiers, j'étais ouvrier des chantiers, surtout dans le béton armé. Bon, là-bas, c'était pas compliqué. J'ai travaillé avec un maçon espagnol, ex-républicain. J'étais, comme on dit, un officiel. Et puis, on faisait la restauration des façades des maisons, construction des maisons, tout ça. J'étais pas un bon ouvrier. Je reconnais, c'était pas ma tasse d'été, quoi. C'était vraiment mauvais, quoi. J'ai eu la possibilité, parce que la vie était comme ça, d'autres ont fait différemment, d'embaucher 5 ou 6 Chiliens qui faisaient des carreaux, qui montaient à l'échelle, qui faisaient des carreaux. Vous vous rendez compte de la transformation de vie pour quelqu'un qui se trouvait responsable du secteur culturel d'une région chilienne, par exemple, venir et à qui on dit, vous voyez, il y a une raclette, une éponge, et puis vous allez me nettoyer des carreaux de l'école. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre dans tous les sens du terme. Donc ils ont fait, ils s'y prêtaient de bonne grâce, et je crois qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, de façon à ce que ce travail génère des papiers, génère une paye, et puis ensuite, petit à petit, le temps passant, ils ont retrouvé un certain nombre de métiers qui correspondaient à leurs capacités, et soit dans le milieu artistique, soit dans le milieu économique, ils se sont replacés, mais cela a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Ce qui était urgent de trouver, c'était du logement, de l'habitation, du travail, parce que le travail permettait d'avoir des papiers.
Donc, qui disait du papier, ces papiers, du travail, c'était immédiatement une vie économique qui redémarrait, une vie sociale qui redémarrait. Et en attendant, il fallait permettre à ces gens-là de vivre, simplement de vivre et de survivre, quoi, hein. La vie de l'exilé telle que moi je l'ai vue était compliquée parce que c'était souvent, en tous les cas dans le groupe qui est venu sur Bondy, des intellectuels, des gens qui avaient une habitude de débat, de vie qui n'était pas une vie ouvrière. Ce n'étaient pas des ouvriers qui venaient, des paysans, qui auraient pu retrouver dans la tâche de tous les jours quelque chose. C'était des gens très engagés puisqu'ils étaient partis, puisqu'ils risquaient leur vie. Mais à la fois, il y avait un problème, on ne pouvait pas étudier. Et moi, déjà 4-5 ans au Chili, sans pouvoir étudier, un ancien étudiant, et qui a la connaissance importante, moi j'ai rendu compte que la seule possibilité d'étudier, c'était venir à Paris. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 77, 18, on pouvait à la fac, il y avait des cours de soir. Et au bout de 6 mois, on m'a proposé un travail fixe au journal Le Monde, au service des abonnements. Donc c'est là que j'ai travaillé pendant 5 ans. Ça m'a permis de travailler, de faire mes études. Parce que ça, c'était quelque chose qu'on nous avait dit en France. Quand on est arrivé, continuez vos études, continuez vos études, continuez vos études. Je pense que c'est aussi ça qui a permis qu'on s'intègre beaucoup plus rapidement. Sûrement. Donc, je suis allé à Paris 8 et j'ai parlé avec la secrétaire du département des sciences de l'éducation. Et il m'a dit, écoute, on ne peut pas embaucher quelqu'un tout de suite, mais pour la prochaine rentrée, oui, pour le deuxième semestre. Mais Debové m'a dit que je peux t'inclure dans une équipe de recherche. Donc j'ai commencé à travailler à l'université dans une équipe de recherche. Debové m'a dit que je peux t'inclure dans une équipe de recherche. Donc j'ai commencé à travailler à l'université dans une équipe de recherche. Moi, j'étais en train de faire une thèse entre à moitié urbanisme et éducation. Donc l'idée, c'était l'implantation universitaire. Quelle université pour quelle population? Et à Champigny-sur-Marne, en Val-de-Marne, j'ai eu la possibilité de m'intégrer tranquillement, de travailler normalement. Mes enfants s'intègrent dans la cité française, dans les écoles de la cité, quoi. On est dans la cité des Boulerots, là, en train de partager avec les gens la réalité du quotidien des Français. Et quand je suis venu à Sévran, ce n'était pas forcément pour avoir un boulot et pour avoir un HLM ou une maison. Et moi, je suis plutôt venu pour un engagement politique sur les terrains concrets et des réflexions d'action des gauches, quoi. Moi, jamais j'ai voulu être élu au maire adjoint ou je ne sais pas quoi. Parce que ce n'est pas la même place. Il faut que chacun soit lucide. Chacun son truc, chacun sa place. On n'est plus mal compris, on a des amis, des ennemis, aimés ou pas aimés. Ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'ai pensé qu'à l'époque, ma place, c'était dans les quartiers difficiles pour bien saisir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la population. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, à Sévran, il n'y avait pas un projet social. Il fallait saisir comment construire un projet social pour les marier avec un projet urbain. Et dans les projets politiques que nous avions, on voulait avancer dans ce sens-là, pour trouver des réponses, même si on n'avait pas les moyens, parce que c'est vraiment une ville pauvre, au moins d'éclairer où on était, qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement. Et les limites qu'on avait pour faire ça. Et c'est là que je rentre dans l'épaulement de, 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 la, de la municipalité. 19
il y avait une vraie émotion, c'est-à-dire beaucoup de monde. J'ai le souvenir, par exemple, que Claude avait décidé de dénommer une ancienne mairie rue Gatine Centre Allende. Bon. Et d'ailleurs, Madame Allende présente, il en avait profité pour organiser ça à cette époque-là, mais l'esplanade de l'hôtel de ville était noire de monde et on est parti en cortège jusqu'au Centre Allende pour découvrir la plaque, mais c'était une vraie manif. C'est-à-dire que la rue Julienne, elle était pleine de monde. Mais à l'époque aussi, j'étais porte-parole du PC chilien en France. C'est-à-dire, tu vois, il y a un emploi du temps assez important, parce qu'il faut bosser concrètement pour manger, et il faut militer dans la réalité chilienne, il faut épauler la réalité française, il faut étudier, et il faut avoir les diplômes pour avoir un CV. Il faut y aller, quoi. On manque du temps pour travailler tout ça. Il y a 4 maires, Jules Verne. Non, il y en a 3 du coup, Anne Frank. Donc je peux le voir. Oui. C'est pour quand le trésor public ne reconnaît pas l'accord. Bah, bien sûr. Et lui, tu sais, le directeur de l'école Jules Verne m'écrit pour l'agrandissement des salles. On a des salles qu'on a construites l'année dernière. Donc l'éducation nationale crée une classe et nous, on a les salles pour les donner. Moi, j'avais les statuts de réfugiés politiques. Et quand j'ai eu les statuts, j'ai dû promettre de ne pas participer en politique. On a l'idée de faire une section à Villetaneuse. À Villetaneuse n'avait pas une section, de monter une section à Villetaneuse. J'ai mis un peu plus de temps pour devenir militant du Parti socialiste. J'ai participé sans être militant. Pas beaucoup. Mais j'ai distribué des tracts, j'ai collé, j'ai fait tout ce qu'un militant fait normalement. Mais je n'étais pas militant, je n'aimais pas la carte. Donc pour moi, c'était très facile. Étant ma femme secrétaire de section, moi, je voyais tout ce qui se passait, les discussions qu'il y avait, etc. Donc je suivais. Et quand j'ai eu la naturalisation française, en ce moment, je me suis tout de suite engagé. On a eu la nationalité française seulement en 1985. Donc là, j'ai pris responsabilité à la mairie. En 1999, je suis devenue maire adjointe, chargée de l'enseignement de la maternelle aux universités avec tous les échelons, plus l'insertion professionnelle, plus... Je ne me rappelle plus qu'autre chose. C'est mon 4e mandat. En 1989, tu es devenu élu. Oui. Dans notre liste. Oui, j'étais 3 mandats conseiller municipal. Et ces mandats-là, je suis maire adjoint. Que nunca olvidaremos que ustedes, sobre las sombras del exilio, siempre estuvieron curando nuestra alma rota. Sachez que jamais nous ne vous oublierons. Dans les ombres de l'exil, vous avez toujours soigné nos âmes brisées. Vous êtes toujours dans la mémoire du cœur. On a de nouvelles complicités à faire et de nouvelles batailles à mener ensemble pour le Chili et la France. Donc bon, et là maintenant je pense que l'invitation est faite, le pisco et puis à manger. Voilà. Merci à tous. On a très vite apprécié la musique, le chant, la réflexion. La réflexion. Et puis, bon, on était tout de même, nous estimions non seulement recevoir des réfugiés lambda, comme on en reçoit tout le temps,
Mais là, c'était vraiment des militants d'une cause commune. Ceux qui m'ont accueilli, c'était plutôt des gens de gauche. Et dans le régime d'Allende, on voyait l'unité populaire en France de possible. Donc, quelque part, c'était, si ça se cassait la figure au Chili, c'était comme si la France, on ne pourrait pas faire une unité populaire en France. Donc c'était doublement, on était déçus doublement. D'abord parce qu'ils avaient cru au processus au Chili, mais ensuite aussi parce qu'ils se disaient ça va être très difficile de faire quelque chose ici aussi. Parce qu'à l'époque, être chilien, on était invité tout le temps, et tout le monde qui se sentait de gauche, il fallait inviter un Chilien à son anniversaire, à sa fête. Ça veut dire, pour nous, on est solidaires. Hein? C'était l'étiquette, les macarons qui faisaient voir. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions des invitations que nous faisions. Hein? Vraiment, j'y allais parce que je voulais connaître, avant tout, connaître la société française. J'avais faim d'apprendre de ces sociétés, et qui pensent, comment elle fait, toutes ces choses-là. Donc, j'y allais dans toutes les invitations. Mais je les observais beaucoup. Et bon, on avait toujours de très bonnes relations. Ce que je sais, c'est que la présence des amis chiliens était permanente. C'est-à-dire que le côté artistique, le temps donné, leur disponibilité était complète. Et que très très vite, ils ont fait partie de la famille. Il n'y a pas eu un moment à se dire tiens, on va aller voir ce que font nos amis Tito et compagnie. Ils étaient là tout le temps. Et très très vite, ils sont devenus l'ami de tout le monde. Donc ça, c'est le souvenir que j'en ai. C'est, vous savez, une organisation politique ou une organisation associative, rapidement, il y a une espèce d'esprit de famille. En politique encore plus, parce que comme on s'engueule un peu, il faut s'aimer pour vivre en collectivité dans un parti politique. Eh bien, ces gens-là ont amené suffisamment d'amour pour en faire partie tout de suite. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Le socialisme, il ne peut vivre que s'il est dans la capacité de discuter avec l'autre. Et avec l'idée que l'autre peut avoir sa façon de vivre son socialisme, différente de la nôtre, et qu'on n'a pas de leçons à se donner les uns des autres, mais plutôt à essayer de s'inspirer de ce qui est le meilleur chez l'autre. Je me lève tous les matins et mes enfants toujours me disent « mais pourquoi tu es toujours contente ?» Et je dis que avoir vécu ce que j'ai vécu et pouvoir vivre comme je vis, je suis tous les jours contente. Après, dans la journée, ça peut changer, mais en tout cas, je suis extrêmement heureuse de vivre. Oui. Ancha